bonsoir à tous, bienvenue dans cette émission spéciale, tout spécialement consacrée à l'implication et à l'ingérence du pouvoir algérien dans cette question du Sahara et des graves conséquences qui en découlent. Avec nous pour en parler sur le plateau de Média TV ce soir, trois invités, trois spécialistes de la question. Nous accueillons tout d'abord Mohamed Cherkaoui, bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez d'ailleurs à votre actif plusieurs ouvrages. On va en citer un tout particulièrement, Le Sahara, liens sociaux et enjeux géostratégiques, un livre qui est paru en 2008. Merci d'être avec nous sur le plateau de Média TV. Avec nous également Mustapha Tossa, habitué du plateau de Média TV. Justement, vous êtes journaliste, chroniqueur et analyste politique. Merci Mustapha d'être avec nous ce soir. Et puis Mohamed Ben Hamou, directeur du Centre marocain des études stratégiques, spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme. Vous êtes d'ailleurs fondateur et organisateur de plusieurs conférences internationales sur la question de la sécurité. Merci à vous également d'être avec nous ce soir. Sans plus attendre, messieurs, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec ce premier sujet préparé par la rédaction. Un sujet, vous allez le voir, qui nous dresse un bref aperçu de cette implication, de l'ingérence du pouvoir algérien dans les affaires internes du Maroc, à savoir la question du Sahara. Voyez donc le sujet, on se retrouve tout de suite après. C'est un sujet signé Amina Ben Khalaq. Regardez. Alger s'est toujours immiscé dans le conflit du Sahara, une ingérence qui lui a coûté cher. En 40 ans, l'État algérien aurait dépensé des centaines de milliards de dollars dans le conflit. Comment expliquer cette obsession des autorités algériennes ? Dès la fin de la guerre froide, l'Algérie s'est retrouvée sans alliés pour soutenir ses visées territoriales. Elle a alors choisi de se focaliser sur la question du Sahara en renforçant son soutien au Polisario. Le Polisario qui n'avait plus de raison d'exister après le cessez-le-feu de 1991. Cela montre bien une chose, que le conflit est monté de toutes pièces, car l'Algérie veut aussi détourner les regards sur ses problèmes internes et justifier sa politique d'armement de l'appareil militaire. Les autorités algériennes ont vite élaboré un programme de déstabilisation du Maroc. D'abord à travers la propagande, Alger a instrumentalisé les questions des droits de l'homme, de la culture et des richesses naturelles dans le conflit du Sahara. Il y a eu ensuite une implication directe dans le soutien financier et logistique des actions du Polisario. Et pour créer des troubles, l'État algérien s'est même tourné vers des réseaux de délinquance. Voilà pour ce premier sujet, on vient de le voir, hein, le constat est on ne peut plus clair. Donc l'Algérie est impliquée financièrement, diplomatiquement, on va le voir aussi par la suite via la diffusion de thèses propagandistes. Monsieur Cherkaoui, pour commencer cette première question, comment se manifeste concrètement cette ingérence de la part d'Alger, Alger qui pourtant n'a jamais cessé de déclarer qu'elle était en dehors du conflit du Sahara? Je pense que l'ingérence du pouvoir algérien dans les affaires internes du Maroc, c'est une ingérence multiforme. C'est d'abord une ingérence financière, comme nous allons le voir. C'est également une ingérence militaire. Et c'est enfin une ingérence diplomatique. Si vous voulez bien, je vais reprendre point par point et vous donner quelques informations. Premièrement, l'ingérence financière. Selon un journaliste d'Alger Times, le pouvoir algérien aurait dépensé 250 milliards de dollars pour contrer et saboter la politique extérieure du Maroc. Je pense que sur une période de 40 ans, cette somme est tout à fait réaliste. Mais il me semble que, outre les 250 milliards dont parle ce journaliste algérien, il faut ajouter toutes les dépenses militaires que les maîtres d'Alger dépensent en achats militaires pour, évidemment, contrer le Maroc. Or, ça atteint des sommes effrayantes. Je me permets de vous rappeler un point très important. J'ai fait une étude sur toutes les dépenses militaires algériennes de 1970 jusqu'en 2013. Mes sources des données sont d'une part l'Institut de Stockholm
et d'autre part, les statistiques américaines. Voilà, donc c'est des données fiables. Donc des données tout à fait fiables. Ce qu'il appert, c'est que l'Algérie a aujourd'hui le budget militaire le plus élevé d'Afrique. Son budget militaire a dépassé celui de l'Égypte, il a dépassé celui de l'Espagne, et il est en train de dépasser le budget militaire d'Israël. Voilà, donc une course à l'armement qui est colossale de la part d'Alger. Autre élément très important, si vous calculez aujourd'hui le taux du PIB, le produit intérieur brut utilisé, n'est-ce pas, pour acheter ces armes, eh bien, on constate qu'il atteint et dépasse les 6%. Ce qui veut dire que ce taux est le plus élevé du monde. Abstraction faite, bien évidemment, de l'Arabie saoudite, pour des raisons que nous pouvons parfaitement comprendre. Voilà les éléments concernant l'ingérence. Voilà, des preuves d'ingérence manifestes en matière financière. Mais vous parliez aussi. Alors, en matière diplomatique, il est absolument, c'est connu de tout le monde que l'Algérie essaie d'utiliser les moyens dont il dispose, et notamment l'argent, notamment ces 250 milliards, pour acheter des voix quand il le faut. Mais il faut dire également que la diplomatie algérienne est entièrement orientée pour bloquer dans toutes les instances internationales les acquis du Maroc. Permettez-moi, je peux vous apporter des témoignages de diplomates étrangers. Je ne parle pas des diplomates marocains, mais des diplomates étrangers. Je peux vous dire que dans toutes mes pérégrinations dans le monde, où j'ai eu l'honneur de rencontrer beaucoup de diplomates, eh bien, je vous assure que beaucoup de diplomates me disent « mais c'est inimaginable ce que les Algériens sont en train de faire ». Je veux tout simplement, je me permettrai uniquement de vous rappeler un dialogue que j'ai eu avec un diplomate chinois. Il m'a donné une leçon absolument inoubliable sur la manière dont les Algériens utilisent la diplomatie pour contrer la politique du Maroc. Donc, des preuves indéniables d'ingérence manifeste de la part d'Alger. Mustapha Tossa, dans ce cas de figure, quel est l'objectif du pouvoir algérien, ou quels sont les objectifs cachés, s'il y en a plusieurs, d'Alger? Effectivement, Naïma, cette gigantesque mobilisation de moyens diplomatiques et matériels et financiers dont parle le professeur Cherkaoui a un objectif bien précis. Durant ces 40 dernières années, l'Algérie a toujours tissé sa politique en opposition avec le Maroc. Sa principale obsession, c'est que le Maroc ne devienne une puissance régionale. L'Algérie est motivée par un esprit de domination régionale et elle est obsédée par sa compétition avec le Maroc. Il y a une machine de guerre algérienne qui est obsédée nuit et jour par le fait que le Maroc puisse réaliser tel ou tel objectif. D'ailleurs, même cette histoire de Polisario, le fait qu'on ait créé ce conflit, qu'on ait investi autant d'argent pour le maintenir vivant, que ce soit l'histoire du Polisario, et professeur Cherkaoui l'a dit, est le seul sujet de la diplomatie algérienne dans le monde. On n'a jamais vu la diplomatie algérienne réagir ni sur le Proche-Orient, ni sur la Méditerranée, ni sur la relation avec l'Amérique. Même quand elle intervient sur le Mali, c'est uniquement dans l'objectif de limiter l'influence du Maroc. Donc il y a un rapport stratégique, un rapport obsessionnel que Alger a entretenu avec le Maroc, et elle utilise cette guerre du Polisario pour l'affaiblir. Le deuxième élément, elle fait partie, cette guerre, cette nature fait partie du fait que l'Algérie aujourd'hui n'est pas une république politique civile. L'Algérie est une dictature militaire. Et tous les dictatures militaires ne peuvent avoir de relations avec leur voisinage
qu'à travers une logique de force. Avec le Maroc, c'est à travers le Polisario et à travers toute son armée qui est dirigée vers le territoire marocain, même avec la Tunisie maintenant, même avec la Libye, même avec le Sahel, le pouvoir algérien ne peut avoir qu'un rapport militaire avec son voisinage à partir du moment où sa nature lui-même est de nature militaire. Et donc, il y a des choix politiques pour justifier des budgets, pour justifier des présences, pour justifier un certain nombre de choix. Je termine simplement en disant que le jour où l'Algérie serait une vraie république démocratique, un vrai pays démocratique, eh bien cette logique-là disparaîtrait automatiquement. Parce qu'il n'y aurait plus besoin d'avoir ce rapport d'antagonisme permanent avec les voisins. Et le pari du Maroc, c'est que l'Algérie de demain, je ne sais pas dans combien d'années, deviendra démocratique et il gagnera et la paix et un bon voisin démocratique. Et en écho à ce que vous dites justement, Moustapha Tossa, je viens vers vous, Mohamed Benhamou. Est-ce qu'on peut résumer en disant finalement que Alger, se faisant donc avec la question du Sahara, est en train de créer une espèce de blackout sur les affaires intérieures algériennes pour essayer de maintenir finalement au pouvoir comme vous disiez, cette oligarchie militaro-politique? Oui, c'est un des objectifs principaux de toute cette manipulation et cette ingérence. On le sait, donc Alger, dans ses relations avec son voisinage, et comme ça a été dit par Moustapha, elle a eu donc une relation conflictuelle. On le sait, la diplomatie algérienne, depuis l'indépendance de ce pays, est une diplomatie de frontières, parce que donc elle a eu à gérer un héritage qui a été contesté par l'ensemble donc du voisinage. Pour l'Algérie, elle a eu beaucoup de chance à négocier des accords avec les pays donc du voisinage, la Tunisie, la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, mais avec le Maroc, il a eu beaucoup de difficultés parce que donc le Maroc, il a été très largement donc lésé par donc cet héritage colonial et il a été bien sûr donc amputé d'une partie de son territoire. Deuxièmement, donc il y a la problématique aussi que l'Algérie cherche à être un État pivot dans la région. Pas seulement donc au Maghreb, mais au Maghreb, dans le monde arabe, aussi donc sur le continent africain et à l'échelle internationale. Donc cette obsession d'être l'État pivot a fait que l'Algérie aujourd'hui donc pense que le Maroc, par son rayonnement, le Maroc est un État qui ancestral. Le Maroc donc en tant qu'État et en tant qu'entité étatique existe depuis 788. Donc c'est une très longue tradition étatique. L'Algérie donc est une création nouvelle, donc c'est un jeune État avec donc une histoire qu'il est encore en train de confectionner, d'écrire. Il y a le deuxième point qui me paraît aussi donc important, c'est que donc après la fin de la guerre froide, les élites algériennes restent prisonnières d'une logique de la guerre froide. Et là, donc, il n'y a pas de secret. L'armée des frontières qui a donné naissance donc à ce pouvoir militaire donc algérien qui a pris en otage à la fois le pouvoir et l'État en Algérie, qui s'est transformé donc petit à petit donc en sécurité militaire et après donc en DRS plus communément donc ces derniers temps. Cette oligarchie a fait donc que face à l'Algérie, on est face à un système politico-militaire. Donc c'est un système militarisé et le rôle de ce système aujourd'hui, qui a créé par des pratiques qui ne sont pas toujours donc des pratiques acceptables, solvables. Il a créé donc des zones d'ombre qui sont donc énormes. On le sait aujourd'hui, la sécurité militaire, la direction des renseignements et de la sécurité gère le pouvoir politique et tire les ficelles des institutions. Donc le fait de maintenir ce conflit avec le Maroc permet à l'Algérie de gérer, aux gouvernants algériens plus exactement, donc de gérer la complexité
de leurs problèmes internes. On sait, c'est un pays qui est encore en construction, avec beaucoup de problèmes internes et avec beaucoup de difficultés donc à surmonter. Et le règlement des conflits politiques internes a toujours donc été un passage violent en Algérie. Il fallait toujours donc le masquer par une nuisance permanente et par un conflit ouvert avec le Maroc. Le Maroc, pour l'Algérie, est l'ennemi idéal. C'est un pays raisonnable, responsable, et du coup donc il ne peut pas donc agir comme l'Algérie donc risque de le craindre, ce qui fait que donc cette position donc raisonnable et responsable du Maroc a fait que les gouvernants donc algériens continuent dans cette fuite en avant et dans une politique de nuisance au Maroc. Voilà, une politique de nuisance au Maroc qui avait sa raison d'être quand c'était la guerre froide. Mais vous le disiez tout à l'heure, et j'aimerais qu'on insiste là-dessus, aujourd'hui que la guerre froide est terminée, qu'en est-il justement de cette stratégie algérienne ? Je pense qu'il est clair, la guerre froide est terminée depuis le 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Depuis donc la dislocation et la déconfiture de l'Union soviétique, donc on n'est plus dans une ère géostratégique ou géopolitique donc de guerre froide. Malheureusement, donc ça continue en Algérie parce que donc il y a une question donc qui se rattache aux élites en Algérie. Il n'y a pas eu les élites qui gouvernent encore en Algérie. Aujourd'hui, la culture qui prime aujourd'hui donc en Algérie, c'est une culture et ce sont des élites qui viennent de cette guerre froide. Donc aujourd'hui, l'avenir de l'Algérie, il est pris en otage par une élite qui a fait la guerre de libération et qui a gouverné juste après donc l'indépendance de ce pays et qui est encore là. Le président Bouteflika a été ministre de la Jeunesse et des Sports dans le premier gouvernement donc de l'Algérie indépendante. Il est encore donc président de la République algérienne. Les élites militaires et on le voit quand on voit aussi donc la moyenne d'âge des élites militaires donc et sécuritaires qui gouvernent l'Algérie, elle est très élevée. Alors messieurs, on va continuer de dérouler le fil de cette émission avec un deuxième sujet que je vous propose de regarder. Un sujet dans lequel on voit un exemple concret de cette implication directe et du pouvoir algérien et aussi de la société civile dans cette question du Sahara. On va évoquer l'université d'été de Boumerdès qui se tient en ce moment. Là-bas, vous allez le voir, sous couvert de séances de réflexion. C'est en fait un vrai camp d'entraînement pour les cadres du Polisario qui a lieu. On va regarder, on en discute tout de suite après avec vous, messieurs. Regardez. Les ONG internationales sont les premières à l'affirmer. La politique de manipulation algérienne est sans limite. En témoigne la pseudo-université d'été qui se tient dans la ville algérienne de Boumerdès. Un rassemblement qui fait penser au camp d'entraînement et d'endoctrinement des mouvements terroristes dans les années 70. Sous couvert de séances de réflexion, des formations sont organisées pour permettre au Polisario de recharger ses batteries. C'est aussi là où se trament toutes les stratégies de désinformation sur la question du Sahara. Un nombre important d'universitaires et d'intervenants sont mobilisés. Ce genre de manifestation nécessite des moyens financiers et logistiques que seule l'Algérie peut fournir. Mais là où le lobbying algérien va trop loin, c'est lorsqu'il touche aux plus jeunes. Ils sont entraînés de force dans le conflit. Les programmes d'endoctrinement ciblent même des enfants en bas âge. Ils sont envoyés loin de leurs parents pour être formés à une idéologie dangereuse. Les ONG internationales sont montées au créneau pour dénoncer cet embrigadement des mineurs. Il représente aussi une forme de chantage exercé sur les parents pour les empêcher de quitter définitivement les camps. On vient vers vous, Moustapha Tossa. Cette université de Boumerdès, quel est son réel objectif? Qu'est-ce qui s'y passe vraiment? Bon, en préparant cette émission, donc j'ai vu ce que la presse algérienne a écrit sur cette université. Et bien, il y a un titre qui a été repris par le commentaire de votre sujet, à savoir que le Polisario, les cadres du Polisario sont réunis à Boumerdès, qui est une ville côtière du Nord, pour recharger leurs batteries. Donc on est devant deux solutions. Ou les batteries étaient déjà vides
et donc il fallait absolument les recharger. Les batteries, ça veut dire le désespoir qui commence à toucher les cadres et la direction et l'élite du Polisario, ce désespoir qui peut les obliger à faire faux bond à leurs parrains militaires. Ou bien, deuxième hypothèse, on se réunit dans un camp retranché pour réembrigader, pour instrumentaliser, pour fomenter des stratégies, comment toucher l'ennemi marocain, comment porter le fer du chaos au cœur de la société marocaine. Donc ce genre d'université d'été vise justement à procurer les matériaux politiques, idéologiques, militaires pour justement mobiliser davantage le Polisario. Moi, Naïma, si tu me permets, j'aimerais qu'on fasse la différence entre d'un côté, le régime algérien, ce régime militarisé, survivance de la guerre froide, qui est maintenu au pouvoir, et on a vu dans quelle mascarade le quatrième mandat a été réalisé et obtenu pour Abdelaziz Bouteflika, et il y a aussi le peuple algérien qui n'a rien à voir avec cette mascarade. Donc même le Polisario, quand on parle du Polisario, le Polisario est une notion inconnue dans la rue politique algérienne. Le Polisario est un concept utilisé, instrumentalisé uniquement par un système algérien. Quand on parle aux Algériens, personne parmi les Algériens ne vous dira que demain, un Algérien va pouvoir faire la guerre aux Marocains pour les beaux yeux d'un séparatiste du Polisario. Et les Algériens à qui on parle, la société civile à qui on parle, est complètement indifférente à ce sort de Polisario. D'ailleurs, la preuve, quand vous voyez un petit peu comment la presse a couvert cette université de Boumertas, il y a une volonté de gonfler absolument un événement qui n'a aucune importance, sauf celui d'embrigader les survivances d'une ancienne ère et de le remettre à niveau pour pouvoir penser et configurer des actes hostiles au Maroc à travers ce système. Tout à fait. Avant de revenir sur le financement justement de ce type de manifestation, Monsieur Cherkaoui, vous vouliez intervenir sur cette université d'été. Je voudrais tout simplement compléter ce qui vient d'être dit, et tout à fait correctement. Je voudrais tout simplement dire que cette université d'été de Boumerdas, qui est préparée par les autorités algériennes pour le Polisario, n'est pas l'unique fois où cette université existe. L'université d'été du Polisario, préparée par les autorités algériennes, elle est là depuis 2010. C'est la cinquième université d'été. Ce qui est très intéressant, et j'abonde dans le sens de mon collègue, c'est que pour la première fois, si vous lisez la presse algérienne, vous serez étonné de l'écho que cette université a eu. Tout ça, je n'ai jamais vu une université d'été dans le monde ou qui a été complètement couverte par les médias algériens. Tout à fait. Alors, ce qui est très important également, c'est que cette université a été baptisée Gdem Izik. Ça veut dire que ce qui sortira de l'université de Boumerdas ressemblera sans aucun doute à ce qui s'est passé à Gdem Izik en 2010. Ce qui veut dire qu'il y a un message que les autorités algériennes nous envoient clairement, à savoir qu'ils sont en train de préparer une déstabilisation des provinces marocaines du Sud. Je voudrais ajouter un dernier élément fondamental. Il y a un jour ou 2 jours, n'est-ce pas, la télévision marocaine à l'Ayoun a été hackée. Tout à fait. Or, moi personnellement, je ne suis pas un expert dans le hackage des télévisions. N'est-ce pas? Je n'ai pas les moyens, je ne sais pas. Avant de venir ici, j'ai posé la question à un expert. Il m'a dit de deux choses l'une. Ou bien, il y a quelqu'un de l'intérieur, n'est-ce pas, un agent de l'Algérie ou du Polisario qui a eu accès au matériel, ou bien, si ce n'est pas le cas, il faut disposer de moyens et de connaissances immenses que le Polisario ne peut pas avoir pour pouvoir hacker la télévision. D'accord. Donc,
pour continuer dans votre sens, cette université d'été de Boumerdès, la récente université d'été de Boumerdès, c'est finalement l'illustration la plus récente du pouvoir algérien qui continue de manipuler, qui manipule et donc le Polisario et aussi le peuple algérien, puisque il faut le préciser, ce genre d'événement, ça coûte très cher. Beaucoup de gens participent à ce genre d'événement. C'est bien entendu, on l'a dit, Alger qui finance, Alger, mais aussi la Sonatrach, car, et là c'est la presse algérienne qui le dit, il y avait des représentants de la Sonatrach, mais aussi du ministère algérien de l'énergie et des mines. Monsieur Benhamou. La Sonatrach, c'est la caisse noire du pouvoir algérien, et la Sonatrach, donc, c'est le quartier donc de toutes les malversations et de tous les contrats donc qui vraiment donc ont fait couler beaucoup d'encre. L'histoire de la Sonatrach, donc, elle est connue, et on sait d'ailleurs que les derniers dossiers sur la Sonatrach de l'ex-ministre Chakib Khalil donc sont toujours là. Donc il est clair que ce financement, bien sûr, de cette université de Boumerdès, qui n'est pas la première, comme ça a été dit par Seyed Charkaoui, donc on est à la 5e, et on est dans une logique, c'est là où il y a aujourd'hui donc un élément sur lequel donc on doit s'arrêter, c'est que donc l'Algérie a décidé d'en découdre, entre guillemets, donc avec ce problème. Elle veut maintenant donc mettre le paquet, mettre donc un maximum de financement, parce que donc elle est en train de sentir que le temps ne joue plus en sa faveur, et que donc sa thèse n'est plus acceptée. L'Algérie ne peut plus acheter des voix de certains pays comme elle a pu donc le faire lors des années 80. Elle ne peut plus aujourd'hui donc pousser une communauté internationale qui s'est inscrite dans une logique donc d'une ère qui est nouvelle, surtout donc face à des propositions donc du Maroc qui sont concrètes et sérieuses, et face aussi donc à une approche marocaine qui est pragmatique, qui est responsable, mais qui est aussi donc positive. L'Algérie donc se trouve aujourd'hui avec donc un dossier, elle est à court d'arguments et elle est à court donc de moyens pour convaincre quiconque. Donc elle trouve donc un repli, et là donc bien sûr il y a l'université de Boumerdès, mais à côté de l'université de Boumerdès, il faut voir donc ce que le gouvernement algérien a alloué comme fonds pour cette année, donc destiné directement et ouvertement, donc ça a été dit, à bien sûr donc investir dans le lobbying, mais surtout donc à stopper ces réalisations et ces acquis donc du Maroc. Il y a le comité national algérien de soutien au peuple sahraoui, donc dirigé par le fameux Mahrez al-Ammari, connu bien sûr donc pour donc être un élément de la sécurité militaire, et dirigé par la DRS, et cette tentative de l'Algérie qui cherche via donc cette pseudo-entité à mettre donc des moyens de financement, et l'Algérie aujourd'hui agit à travers ce comité pour financer des ONG internationales, pour financer pour financer aussi donc certains experts internationaux, et pour financer donc certains projets dans certains États, pour que ces États et ces personnes et ces institutions donc soutiennent la thèse algérienne. Donc nous sommes d'une manière donc très claire face à une constante. La constante est que donc l'Algérie, depuis 1974, elle est dans une logique qui veut absolument donc aboutir à ce que elle a comme rêve, à savoir donc la création d'un État fantoche au sud du Maroc. L'Algérie veut avoir son accès sur la Méditerranée, et l'objectif, il est triple. Isoler le Maroc géographiquement de l'Afrique, isoler le Maroc économiquement
aussi donc de ses racines africaines et isoler le Maroc, bien sûr, politiquement par ses actions. Donc nous sommes dans une continuité, dans une logique, et c'est là donc on se pose donc beaucoup de questions. Moi je pense que cette campagne, c'est encore une de plus et ne sera pas la dernière. Sauf que donc c'est là où, vous me permettez donc rapidement donc un dernier mot, c'est là où il faut qu'il y ait donc beaucoup plus de vigilance. L'Algérie s'intéresse au Maroc d'une manière donc permanente. Nous, Marocains, donc, on s'intéresse à l'Algérie d'une manière donc occasionnelle. Très bien. Oui, allez-y. Je voudrais rajouter quelque chose, un élément sur l'économie. C'est vrai que l'Algérie investit énormément d'argent pour soutenir le Polisario. Mais cette Algérie-là a des secteurs sociaux qui sont complètement en déshérence. On a un secteur éducation qui est en faillite. La santé, même le président algérien était obligé d'aller se soigner en France pour continuer à vivre. Toute l'élite et la classe politique algérienne va se soigner en Europe. L'état des routes est vraiment... on n'en parle même pas. Donc voilà un pays qui investit énormément d'argent sur ces séparatistes-là et qui oublie sa propre société. Exactement. Et justement, et qui investit énormément d'argent dans des actions, on vient de le voir à l'université d'été de Boumerdès, des actions d'endoctrinement des séances, véritablement d'endoctrinement, avec la présence d'universitaires, de religieux, donc d'ONG, de la société civile. Donc Alger qui est en train de mettre vraiment les bouchées doubles à ce niveau-là. Professeur Cherkaoui, qu'est-ce qui se passe dans ces pseudo-séances de réflexion avec donc des religieux qui sont invités, des gens d'associations, de la société civile et même le ministre de l'Environnement? Je vous avoue que je n'en sais strictement rien. D'accord. Je n'en sais rien tout simplement parce que je ne dispose, je dis ce qu'il y a, je ne dispose pas d'informations sur ce qui s'est passé à Boumerdès et ce qui se passe encore à Boumerdès parce qu'ils n'ont pas encore terminé. Bien sûr, ils n'ont pas fini. Alors j'espère qu'à la fin de cette université, nous disposerons. Tout de même, nous avons un certain nombre d'amis algériens qui pourront nous renseigner. Bien sûr. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais on ne connaît pas, bien sûr, les faits concrets de ces réunions, mais on peut interpréter le signal et interpréter l'alerte. Oui, bien sûr. Si la relation entre le Maroc et l'Algérie allait dans l'apaisement, ce genre d'événement n'aurait pas eu lieu. Ou alors, même s'il y avait eu lieu, il aurait eu lieu dans l'obscurité et l'anonymat le plus total. Donc si l'État algérien a décidé de le mettre en valeur, c'est un aveu de sa part qu'une nouvelle stratégie est à l'œuvre et dont on va voir à peu près les résultats plus tard. Et c'est un aveu aussi que l'hypothèse et la thèse défendue par le Maroc, à savoir l'autonomie renforcée offerte aux Sahraouis, est en train de réaliser beaucoup de progrès et de convaincre sur la scène diplomatique. Sur la scène diplomatique. Effectivement. Et cette université, on va y revenir à cette université d'été, puisque quand on a vu le sujet avec les photos, ça fait aussi un peu penser un peu au camp qu'utilisaient les réseaux terroristes dans les années 70. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Polisario, juste un petit mot, puis après je laisse la parole. Le Polisario, depuis un certain temps, et surtout depuis ce qui s'est passé au Sahel, est devenu un facteur d'instabilité, de production, d'insécurité et de terrorisme. Tout le monde le sait. Les armes qui passent par là, le trafic de drogue, cette terre qu'on ne contrôle pas, ces éléments qu'on ne contrôle pas, quelle est la différence entre les gens du Polisario et les organisations terroristes qui sont actives dans le nord du Mali et qui veulent déstabiliser la région du Sahel? Il n'y a aucune différence. Donc normalement, ce facteur-là doit inciter la communauté internationale, les États de la région à s'intéresser davantage pour d'abord se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ces camps de Tindouf? Pourquoi on n'arrive pas à entrer? Pourquoi aucune organisation de droits de l'homme, aucune organisation d'observation objective n'arrive à entrer dans ces camps-là? Et on ne voit pas ces groupes armés qui apparaissent et qui disparaissent dans la nuit algérienne sont effectivement à qualifier dans le cadre d'une architecture terroriste qui est en train de déstabiliser la région. Très bien. Une réaction? Oui, je pense que finalement, donc, il serait peut-être
mieux de redéfinir donc un concept. On n'est pas face donc à une université, mais on est face à un camp d'entraînement tout simplement, et face donc l'utilisation donc et l'usurpation donc de cette utilisation donc du concept d'université d'ailleurs doit être rejeté. Il est clair qu'aujourd'hui donc nous sommes face à une déclaration de guerre tout simplement. Le choix justement de donner à cette rencontre donc le nom donc de Gdi Music en dit long. Ce qui a été dans le programme, même si effectivement donc on ne le sait pas, mais on voit donc tout ce qui, quand on voit un petit peu donc tout ce qui a été pris dans ce programme, que ce soit donc le lobbying, l'endoctrinement, l'embrigadement et même donc certains entraînements donc au maniement d'armes, des préparations donc à des méthodes d'insurrection, etc. Donc nous sommes dans une phase où il faut être très vigilant. L'Algérie prépare sa tempête de déstabilisation dans nos provinces du Sud. Il est clair que par cette action et par dans ce qu'elle met comme moyen dans cette action, l'Algérie aujourd'hui est en train de sentir qu'elle est en train de perdre donc la partie. Elle a envie de ramener donc la tension à cette zone et de créer une situation de chaos dans cette région. Il est clair que les éléments justement donc du Polisario, et là donc on peut revenir sur le triangle qui se trouve donc entre le nord-ouest malien et le nord-est de la Mauritanie et le sud-ouest algérien. C'est le grand marché de trafic d'armes aujourd'hui. Et ceux qui contrôlent donc ce marché, ce sont donc des éléments du Polisario. Ould el-Bayad, il est connu dans ce marché. Aujourd'hui, donc, les Kalachnikov sont vendus dans ce marché à 5 000 dirhams. Vous avez donc un matériel donc de guerre très lourd, donc des mitrailleurs aujourd'hui, donc 14-25, qui sont vendus à moins de 20 000 dirhams. Donc, il y a aujourd'hui donc une réalité qui fait que des éléments du Polisario qui ont combattu comme mercenaires avec le colonel Kadhafi dans sa guerre contre son peuple, qui sont revenus avec des armes et des munitions, qui ont aussi donc aujourd'hui donc des liens très étroits avec toute la criminalité transnationale dans la région, le trafic de drogue qui provient d'Amérique latine, et on le sait que dans les camps les jeunes parlent l'espagnol, donc ils ont des liens très étroits avec les latino-américains dans cet espace. Les trafics d'armes, nous sommes face à une réalité qui malheureusement donc dans un environnement régional qui vit donc dans des vulnérabilités sécuritaires donc énormes. L'Algérie ne se satisfait pas du chaos que connaissent beaucoup de pays. Elle a envie encore donc de rendre la situation sécuritaire dans la région encore plus fragile. Voilà, et c'est suffisamment grave, comme vous le disiez, pour qu'on s'y attarde. On l'a vu, vous nous en avez parlé, on l'a vu aussi sur les photos, donc cette université d'été de Boumerdès, cette pseudo-université d'été, c'est finalement, on vient d'en parler, un vrai camp militaire avec la présence de personnes, de délinquants qui ont été impliqués, par exemple, dans les événements de Gdi Music, ce qui montre, on l'a dit, les actions menées en ce moment même à Boumerdès, qui sont organisées en fait pour préparer des opérations de déstabilisation du Maroc, comme ce qui s'est passé à Dakhla ou à Gdi Music. On va regarder justement un troisième sujet, un dernier sujet, un sujet qui revient sur ces nombreuses opérations de déstabilisation de notre pays, commanditées par le pouvoir algérien via le Polisario. On regarde, on revient tout de suite après. Le Maroc a dû faire face à plusieurs opérations de déstabilisation, des opérations commanditées par l'État algérien qui se cache derrière le Polisario. En témoignent les événements de Gdi Music. En novembre 2010, des habitants de l'Aïoun dressent des tentes pour exprimer leurs revendications purement sociales. Mais des activistes du Polisario saisissent l'occasion et s'infiltrent dans les campements avec un objectif en tête, transformer un rassemblement à caractère social en un pseudo-soulèvement populaire. Des milices bien entraînées agressent sauvagement les forces de l'ordre marocaines, comme le montrent ces images.
Ces milices du Polisario font un vrai carnage et tuent 11 agents marocains. La brutalité de leurs attaques rappelle les méthodes des groupes terroristes du Sahel et des djihadistes de l'Irak et de la Syrie. L'Algérie se saisit du moindre incident pour pousser le Polisario à semer le trouble dans les provinces du Sud. À Dakhla, des actes de vandalisme commandités avaient émaillé le festival Mer et Désert. Le rendez-vous a été annulé vu l'ampleur des dégâts. Une personne a trouvé la mort. Toujours à Dakhla, l'Algérie a même voulu instrumentaliser le hooliganisme. Après un match de football, des violences ont éclaté entre les supporters de deux équipes marocaines. Mais l'intervention de l'armée et de la police a permis de rétablir l'ordre. La machine de propagande algérienne a voulu transformer cet incident en affaire politique. Tous ces événements sont donc préparés à l'avance. Ce sont des repris de justice et des délinquants qui sont généralement chargés d'exécuter ces plans. Sur ces photos, on retrouve les mêmes visages dans les camps d'entraînement militaire du Polisario et dans les événements de Gdimizik et de Dakhla. Voilà pour le sujet. Donc c'est bien au travers de ce type de manifestation à Boumerdès que des événements comme ce qui s'est passé donc à Dakhla, Laayoune, Gdimizik se sont passés. Oui, il faut qu'on puisse un petit peu anticiper la séquence qui va venir. On peut très bien imaginer que dans les laboratoires de Boumerdès se concoctent des stratégies de provocation. Demain, dans les villes du Sahara du Maroc, il y aurait des gens qui vont provoquer la police, qui vont provoquer l'armée, qui vont provoquer d'autres Marocains pour pousser la police, par exemple, à les mater, pour avoir ces images de médias internationaux et dire que voilà, le feu brûle dans la maison marocaine. Cette stratégie-là, je crois qu'elle est connue par les Marocains. Et justement, il faut tout faire pour ne pas tomber dans le piège. Parce que justement, si on a la répression à la hauteur de ce que les maîtres d'Alger attendent, parce que les maîtres d'Alger, justement, attendent à ce que la répression soit la plus dure possible pour provoquer des images à l'international, pour provoquer une attention à l'international et dire, voilà, il y a un problème. Il n'y a pas de problème entre le Maroc et le Sahara. Il y a un problème entre le Maroc et l'Algérie. Et ce problème-là doit être réglé entre deux capitales, Alger et Rabat. Il n'y a pas Rabat et Tindouf. Donc les Marocains doivent s'attendre dans les jours à venir à ce que ces Algériens investissent d'une manière ou d'une autre la rue sahraoui du Sud et ils vont l'alimenter de nombreuses actions qui vont aller dans la provocation, aller dans la confrontation avec la police et l'armée et aller dans le fait d'allumer. Toute l'intelligence marocaine est de savoir anticiper ça et gérer ça pour justement ne pas tomber dans le piège qu'on leur tend. Professeur Cherkaoui, vous vouliez réagir là-dessus? Non, je voulais tout simplement dire un mot sur les 69 activistes marocains qui sont partis du territoire marocain pour aller à l'université d'été de Boumerdès. Moi, c'est quelque chose qui me semble tout à fait aberrant. Quand il s'agit, par exemple, de Français, d'Anglais ou d'Américains qui quittent leur pays pour aller dans le djihad en Syrie ou bien en Irak, tout le monde s'émeut, tout le monde est absolument scandalisé, on ferme les frontières. Au Maroc, nous ne disons rien. Faut-il laisser ces gens rapporter chez nous la zizanie, la provocation? Il est absolument certain qu'ils vont le faire. Et je pense que ce qu'a dit mon collègue est tout à fait vrai. Il faut s'attendre à ce que fin 2014-2015 soit une période extrêmement chaude dans les provinces du Sud. La menace est réelle, la menace est grave. Monsieur Benhamou, comment justement le pouvoir algérien, concrètement, comment est-ce qu'il réussit à mettre en place ces opérations graves de déstabilisation du Maroc? Quel est le modus operandi? Je pense que les gouvernants algériens ont une longue histoire dans l'instrumentalisation et dans l'ingérence et aussi donc l'utilisation des groupes dans des campagnes de déstabilisation. Donc c'est connu dans plusieurs régions dans le voisinage et on le connaît malheureusement donc énormément donc chez nous parce que le pouvoir donc algérien. On connaît d'ailleurs
d'ailleurs sa capacité à recruter, à encadrer, à financer, à trouver donc tous les réseautages donc nécessaires, mais aussi donc à préparer l'impact médiatique nécessaire donc pour les actions. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Maroc est au centre de toutes les politiques en Algérie. Et c'est du 24 sur 24. La politique de déstabilisation donc algérienne est une réelle stratégie destinée donc à contrer notre pays. Il est clair qu'avec le pragmatisme de la diplomatie marocaine en Afrique, avec tous les acquis que le Maroc donc et le rayonnement de la diplomatie marocaine et surtout donc la place que le Maroc a aujourd'hui en Afrique grâce à ces visites de Sa Majesté et l'engagement, la solidarité, la proximité donc du Maroc des pays africains, la communauté internationale aujourd'hui donc trouve que la proposition marocaine donc est une proposition qui est crédible et elle continue donc à la soutenir. L'Algérie doit miner, doit vider et elle doit aussi donc pousser tout cela vers l'implosion. L'Algérie dans cette entreprise est là comme objectif premier donc de créer justement cette déstabilisation. C'est pourquoi je pense qu'effectivement que les temps à venir vont être très durs et que donc les Algériens vont jouer sur l'approche de certaines dates connues dans l'agenda donc de notre dossier pour activer leur bombe à retardement. Il faut que dans notre approche, qu'on continue bien sûr à être vigilant, mais surtout qu'on soit donc dans une logique d'anticipation. Et proactive. On va revenir à cette manière de procéder, Moustapha Tossa, un instant. Je voudrais d'abord revenir avec vous, monsieur Cherkaoui. Pourquoi avoir choisi le nom de Gdi Mizik pour cette université de Boumerdès, à votre avis? Je crois que le message est clair. Le message est clair. Ce qui s'est passé à Gdi Mizik en 2010, c'est tout simplement une véritable révolte, presque une révolution fomentée par le Polisario de l'intérieur, et ça a été une belle réussite algérienne. Donc le message est clair finalement. Oui, le message est parfaitement clair. Je voudrais ajouter une toute petite chose. Permettez-moi de vous dire une chose fondamentale. Les objectifs algériens ne sont absolument pas cachés. Il suffit uniquement de lire ce qu'ils écrivent. Il suffit uniquement de lire leur presse et de les écouter attentivement. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas nouveau. La tentative de déstabilisation du Maroc date depuis l'époque de Boumedienne. J'ai redécouvert un entretien que Boumedienne avait donné à un journaliste égyptien. Le texte est absolument fabuleux. Je vous le donnerai si vous le souhaitez tout à l'heure, comme ça vous le lirez. Les propos du colonel Boumedienne sont parfaitement clairs. Il faut absolument déstabiliser le Maroc. C'est clair et net. Très bien. Message est clair. Ceci, à mon avis, ceci constitue le fondement politique et stratégique d'Alger depuis cette date. Moustapha Tossa. Oui, moi, dans ce rapport un peu morbide que les Algériens ou l'Algérie entretient avec le Maroc, je ne résiste pas. Et comme j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup écrit sur le sujet, chaque fois que j'écris sur le sujet ou je pense à cette relation, je ne résiste pas à l'idée de penser à une anecdote que je vais vous raconter rapidement, qui s'applique exactement sur le couple Algérie-Maroc. Prenons par exemple un ange Gabriel qui a rencontré par hasard un Japonais et un Chinois, un Américain et un Européen, un Algérien et un Marocain. Il demande au Japonais, demande-moi ce que tu veux, je donnerai le double à ton collègue. Et c'est parti, comme ça il a demandé, je ne sais pas combien de temps, il a demandé le double. Arrive l'Algérien, il dit, qu'est-ce que tu veux toi, l'Algérien, et je donnerai le double à ton collègue. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Crève-moi cet œil. Pour que tu crèves les deux yeux,
aux Marocains. C'est exactement cette relation, la symbolique et cette relation morbide que les Algériens, que le système algérien. Et là, bien sûr, pourquoi j'ai voulu absolument raconter cette anecdote. Et je sais qu'il y a beaucoup d'Algériens, de citoyens algériens qui nous regardent. C'est pour les approcher de manière très concrète de ce rapport absolument injustifiable, la fermeture des frontières, la haine anti-Maroc. Il faut absolument que les Algériens bougent, il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils disent on en a ras-le-bol de vivre pendant 40 ans, 50 ans avec nos voisins marocains qu'on ne peut même pas. Un Algérien, pour venir au Maroc, il doit passer par la France et l'Espagne. Vous vous rendez compte quelle honte nous avons au pays du Maghreb. Donc, justement, si cette idée, cette anecdote peut aider à la réflexion, j'aurais réussi quelque chose. On va revenir à cette manière de procéder de la part du pouvoir algérien. Ça fait finalement, enfin, cette manière de procéder, donc de la propagande dans les médias, la provocation des autorités, la violence, ça fait un peu penser à ces camps d'entraînement des djihadistes en Syrie, en Irak, à ces groupes armés qui sévissent dans le Nord Mali. On peut aller même plus loin, en Afrique, au Nigeria, avec Boko Haram. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, la comparaison est justifiée ? Oui, on peut trouver justement donc des éléments qui vont dans le sens de cette comparaison. Vous savez, le système politico-militaire algérien est un système qui est basé sur la propagande. Donc c'est un système qui reste foncièrement et profondément donc à l'image et à l'instar donc du système soviétique. Et il est aussi donc dans la logique de ces services donc de sécurité militaire, ce qui fait que bien sûr donc cette façon de faire et d'agir, on la connaît. C'est bien sûr donc un investissement d'abord donc dans des camps d'entraînement où bien sûr dans lesquels on peut préparer donc des éléments. C'est aussi donc une façon de travailler à savoir donc passer par une tierce entité pour réaliser donc un objectif sans être apparent donc à l'écran. C'est le financement surtout. Ce sont donc tous ces relais. Les militaires donc algériens ont une histoire donc très connue et la violence dans ce système politico-militaire donc algérien est une donne principale dans la gestion de la chose politique. On l'a vu donc lors de cette décennie noire de guerre civile en Algérie et comment donc cette instrumentalisation donc a ébranlé tout un pays donc en faisant autant des centaines de milliers de victimes. On le voit aussi donc dans le voisinage. On voit AQMI, comment donc elle a été fabriquée et construite, et on sait quels sont donc les hommes de la sécurité militaire algérienne parmi donc ces groupes, Mokhtar Belmokhtar et d'autres. Et on sait que aujourd'hui l'Algérie est en train d'investir dans certains groupes dans la région parce que donc bon, elle a besoin de continuer donc à être la clé d'entrée, le pays qui peut être qui peut avoir ou imposer donc une certaine forme donc de tutorat sur la région. Le Maroc gêne l'Algérie. Et pour l'Algérie, donc l'équation donc est simple. Tout ce qui peut nuire au Maroc est bon pour l'Algérie. Très bien. Oui, alors le rapport avec, pour moi et pour beaucoup de gens maintenant, avec ce qui se passe dans la région, l'instabilité, l'insécurité du Sahel, l'insécurité au Proche-Orient, Polisario, AQMI, Daesh, ces mêmes combats, ce sont des mercenaires incontrôlables. Demain, qui nous dit que ces groupes-là ne sont pas infiltrés par ces organisations terroristes et qui nous dit que demain, sous couvert de Polisario, sous couvert entre guillemets d'autonomie et d'indépendance, c'est pas ces organisations terroristes qui vont essayer d'établir leur agenda dans la région. Moi, pour revenir aussi à un autre élément de réflexion, pourquoi les Algériens aussi, enfin le système algérien tient absolument à continuer à alimenter le Polisario, c'est aussi pour fuir un petit peu ses propres contradictions. Là, on vit aussi le vide du quatrième mandat. Le quatrième mandat est là, le président est absent, on ne sait pas qui gouverne ce pays, on ne sait pas qui décide, et la séquence à venir, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc ce système-là peut être tenté par une espèce de fuite en avant.
de terre brûlée. À partir du moment où le vide menace Alger, pourquoi ne pas créer le vide dans toute la région? Pourquoi ne pas créer le chaos dans toute la région? Donc ça, il ne faut pas absolument ne pas négliger ce paramètre psychologique et politique. D'accord, j'ai deux dernières questions avant de terminer. Brièvement, on est un peu pris par le temps. Compte tenu de ce qu'on vient de dire, de cette conjoncture actuelle au niveau sécuritaire avec le Sahel, qui reste donc une base arrière pour les groupes terroristes dans la région, est-ce que clairement le Maroc aujourd'hui doit s'inquiéter donc de ces dernières manœuvres organisées par Alger? Est-ce qu'on doit s'attendre? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez catégorique, mais je veux répéter la question. Est-ce qu'on doit s'attendre à des futures actions de déstabilisation prochainement de la part du pouvoir algérien? Pour moi, c'est une certitude, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer dans cette émission. Peut-être que la réconciliation entre guillemets entre le Maroc, la réconciliation politique entre le Maroc et l'Algérie viendra le jour où cette génération qui gouverne l'Algérie va partir à la retraite ou va mourir de sa belle mort. Peut-être il y a d'autres élites qui vont émerger et qui vont avoir une autre conception du voisinage. Donc, mais pour le moment, je ne vois pas d'ouverture possible par rapport à ça. Moi, si vous voulez que je termine avec une petite réflexion, bien sûr, le Maroc doit se protéger et il doit être en état d'alerte permanente parce qu'il a un voisin qui ne pense qu'à le déstabiliser et à l'affaiblir depuis toujours. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 40 ans. Il continue. C'est une déclaration de guerre permanente par rapport au Maroc que l'Algérie a fait depuis qu'il soutient le Polisario. C'est une déclaration de guerre permanente, 40 ans. Maintenant, l'idée pour contourner tout ça, le Maroc dispose de beaucoup de cartes. D'abord, la carte diplomatique qu'il est en train de vendre sur toutes les... Avec beaucoup de succès sur les forums internationaux. Il y a aussi un élément sur lequel je voudrais insister et je voudrais que les autorités marocaines l'écoutent très bien parce que là, c'est vraiment très important. Ils ont déjà commencé à le faire et s'ils parviennent à le faire de manière parfaite, ils réaliseraient beaucoup de bénéfices politiques. À savoir, il faut miser sur la société civile algérienne. Il faut ouvrir le Maroc aux artistes, aux intellectuels, aux écrivains, aux cinéastes algériens. Il le fait déjà. Mais il le fait déjà. Mais il faut le faire encore plus parce que... Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai compris à quel point cette politique-là fait beaucoup de mal à la junte qui gouverne l'Algérie. Ils auraient bien aimé, eux, que tous les Algériens soient habillés en treillis. Alors que ce n'est pas vrai. Donc si les Marocains, si les politiques marocains peuvent encore investir davantage dans ce paramètre-là, ça c'est une manière d'isoler le système algérien de sa base et une manière de susciter des interrogations dans la rue algérienne. Pourquoi on nous dresse les uns contre les autres? Vous voudriez que le Maroc tende encore plus ouvre encore plus son cœur à la société civile algérienne qui est, et je le répète encore une fois, n'a rien à voir avec le système algérien, militaire algérien. Professeur Cherkaoui. Écoutez, j'aimerais partager l'optimisme de mon collègue. Oui. Et j'aimerais aussi croire que ce qui nous sépare aujourd'hui de l'Algérie prenne fin le plus rapidement possible et, en l'espérant, avec la fin de cette génération qui gouverne l'Algérie depuis pratiquement l'indépendance de l'Algérie de 1962. Malheureusement, je ne suis pas sûr. Franchement, je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que l'élite militaire, que j'appelle l'élite stratocratique de l'Algérie, s'auto-recrute de façon absolument admirable. C'est un sujet de réflexion que les Marocains devraient conduire. La manière dont les militaires recrutent les nouvelles générations de militaires. Les meilleurs esprits algériens s'orientent vers l'armée, il ne faut pas l'oublier. Et actuellement, l'armée et les forces de l'ordre comptent plus de 600 000 personnes. Donc, j'espère que mon collègue a raison, et j'espère qu'avec la nouvelle génération, nous verrons le bout du tunnel. Mais je n'en suis pas sûr. Et il faut être
très, très, très prudents. Messieurs, on arrive au mot de la fin avec une toute dernière question pour conclure, sachant que la presse algérienne, on l'a vu, poursuit sa campagne diffamatoire à l'encontre du Maroc et son matraquage anti-marocain. On l'a que trop vu malheureusement, sachant aussi désormais que cette campagne organisée par le pouvoir algérien a un objectif précis, bien défini, avec un planning choisi dans le but, on l'a vu, de déstabiliser notre pays et la position légitime du Maroc dans ce dossier du Sahara. Compte tenu de tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui lors de cette émission, comment est-ce que le Maroc, notre pays, doit-il réagir? Car il s'agit maintenant, et on peut le dire, il s'agit maintenant d'une question de sécurité nationale. Oui. Oui, il a toujours été question donc de sécurité nationale. Maintenant, donc bon, il faut dire qu'il y a une telle pression sur nos voisins qui sont en train donc de perdre la raison et ils sont guidés donc par un aveuglement stratégique qui n'a pas voulu intégrer donc ces mutations géopolitiques qu'a connues notre région lors de ces trois dernières années et ce nouveau contexte géopolitique aussi donc et stratégique que connaît notre région. Il est clair que nous sommes face à un système de sécurité militaire donc qui a pris en otage l'État et le pouvoir en Algérie. Les élites, celles qui gouvernent donc ne doivent passer que par la DRS et avoir sa bénédiction. Les institutions aussi et les hommes donc qui atteignent donc des postes de responsabilité doivent aussi donc avoir la bénédiction donc de la sécurité militaire. Même les entreprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut qu'on fasse une distinction entre trois groupes. Il y a la société donc algérienne et les Algériens qui eux, je dois dire, sont malheureusement donc une première victime de ce système donc qui agit donc dans un blackout total au détriment donc des intérêts des Algériens eux-mêmes. Et il y a donc une bureaucratie et une technocratie aussi donc qui est dans une grande antichambre donc d'attente d'être recrutée par la sécurité militaire pour avoir donc à gérer une partie donc du pouvoir. Il est clair que nous sommes face à un système qui a donc une grande capacité de reproduction et qui a donc une grande capacité donc de faire perpétrer aujourd'hui donc une culture et une approche qui lui est propre et la gestion donc de la relation avec le Maroc est une relation donc qui doit être donc une relation de conflictualité. Les frontières fermées avec le Maroc donc ce n'est pas donc c'est une politique, c'est la politique des frontières fermées. Ces positions donc anti-marocaines donc c'est une politique anti-marocaine. Parce que donc justement ces gens qui aujourd'hui donc ont la main mise sur l'Algérie, ils ont la main mise sur l'Algérie mais sur tous les peuples du Maghreb parce que donc ils les privent d'un avenir donc d'intégration. Le malheur c'est que donc l'Algérie, un pays donc avec une jeunesse qui aspire donc à un avenir meilleur et au lieu donc que l'Algérie aille vers cet avenir avec un pas ferme sur des jambes fortes de sa jeunesse, l'Algérie roule sur une chaise vers un avenir incertain. Moustapha Tossa, le Maroc, quelles mesures doit prendre le Maroc quand il s'agit de sécurité nationale? Le Maroc doit être en alerte totale parce que il faut aussi, c'est un rapport aussi avec le contexte. Dans les années 2000 ou 1990, on avait assisté à une espèce d'équilibre un petit peu de la terreur entre Marocains et Algériens et on pouvait envisager la réflexion sur quelques années. Maintenant, avec tout ce contexte régional mouvant, on peut s'attendre à tout. J'ai dit tout à l'heure, la fuite en avant est possible. Cette université de Boumerdins peut aussi servir pour jeter des bombes de Polisario sur le Maroc, jeter des boules puantes, l'obliger à commettre des erreurs. Et c'est ça le plus important. Il ne faut pas que les Marocains tombent dans ce piège-là. Oui. Bien sûr, Sa Majesté le Roi, à plusieurs reprises aussi, qui est un élément très important, dit que l'histoire du Sahara
n'est pas, il ne l'a pas dit de cette manière-là, mais j'en résume l'idée, n'est pas le monopole du ministère des Affaires étrangères ou du Palais Royal. La question du Sahara, c'est une question de tous les Marocains. Il faut que toute la société civile se mobilise pour ça. Et, maintenant plus que jamais, maintenant parce que les ennemis de l'unité du Maroc, les ennemis des intérêts du Maroc sont à l'œuvre. Ils sont en train de profiter de n'importe quelle fenêtre pour pouvoir marquer de leur fer sanglant la destinée marocaine. Et c'est ça ce qui doit être pris en conscience maintenant. Bien sûr, on peut très bien dire à chaque malheur quelque chose de bon. Peut-être que ce sentiment d'insécurité qui nous étreint, peut-être peut demain provoquer une solution, une réconciliation ou quelque chose. Il ne faut pas être dans le pessimisme total, mais il faut être on est en totale alerte et il faut savoir que nous sommes visés par une vraie tentative de déstabilisation encouragée par le contexte mouvant actuel. Professeur Cherkaoui. Pas de pessimisme, pas d'optimisme et beaucoup de réalisme. Oui. Professeur Cherkaoui, le mot de la fin. Le mot de la fin, non, il n'y a pas de fin. Je crois que nous allons vivre pendant très longtemps. Pour ce soir. Non, oui, pour ce soir. Moi, je verrai pour répondre à votre question directement, je verrai deux choses. Deux choses fondamentales. Premièrement, il faut que la diplomatie marocaine soit plus agressive à l'extérieur. Il ne faut pas que la diplomatie marocaine dorme sur ses lauriers et sur les acquis de Sa Majesté. Lorsque Sa Majesté voyage en Afrique, bien évidemment, il fait trembler les Algériens, enfin le pouvoir algérien. Ils sont ulcérés. Et il est tout à fait normal qu'ils réagissent. Et ils réagissent amèrement. Mais ne comptons pas uniquement sur les actions de Sa Majesté, qui sont fondamentales, qui sont importantes et qui sont décisives. Mais il faut que la diplomatie marocaine l'accompagne. Deuxième élément fondamental, il faut que il ne faut pas. Il serait souhaitable que les responsables, et je suis sûr qu'ils le font, j'espère qu'ils le feront, il serait souhaitable que l'on construise des scénarios catastrophes pour pouvoir prédire toutes les éventualités dont nous avons parlé aujourd'hui. Et pour prendre en compte cette menace réelle et grave. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été sur le plateau de Média TV. Merci pour vos analyses et décryptages. Je rappelle qu'était avec nous monsieur Mohamed Cherkaoui. Vous êtes sociologue, on le rappelle, directeur de recherche émérite au CNRS. Moustapha Tossa, journaliste, analyste politique. Et Mohamed Benhamou, directeur du Centre marocain des études stratégiques. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Tanger. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci à vous d'avoir été avec nous. Très bonne suite des programmes sur Média TV. À très bientôt.